Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV pour une nouvelle saison d'actualité. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, plus de 10 jours après, à quoi ont servi les sommets en Alaska et à Washington? À quand un sommet entre Poutine et Zelensky? Faut-il s'attendre à des avancées cette semaine avec la rencontre des dirigeants français et allemands? Analyse du général Trinquant dans un instant. Et puis on parlera également de la célèbre tapisserie de Bayeux. Elle va être prêtée aux Anglais, ainsi en a décidé le président de la République. Un voyage à haut risque pour une œuvre qui date de près de 1000 ans. Didier Rickner, le directeur de la Tribune de l'Art, est contre ce voyage. Il parle carrément d'un véritable crime patrimonial. Il viendra nous expliquer tout à l'heure. Et pour terminer cette émission, place au lieu secret du pouvoir. Sébastien Le Foll, le directeur adjoint de l'Express, et sa fine équipe de journalistes ont enquêté sur 20 lieux secrets, parfois méconnus et inattendus, des lieux où se prennent des grandes décisions pour le pays. Alors on lèvera quelques mystères en fin d'émission. Soyez au rendez-vous. Voilà, vous avez le programme Point de Vue, c'est parti. Bonjour Général Trinquant. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau du Figaro TV. Alors on est à un peu plus de 10 jours du sommet en Alaska, Anchorage, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Puis il y a eu le sommet à Washington, c'était que lundi dernier, entre Vladimir Poutine, Donald Trump, Zelensky et les Européens. Quelle analyse vous tirez de ces deux moments diplomatiques ? Alors, si vous permettez, moi, je prendrais la séquence complète, c'est-à-dire les trois mouvements. Le mouvement avant Anchorage, Anchorage et la réunion de Washington. Pourquoi je prends avant Anchorage? Parce que M. Trump avait menacé la Russie de sanctions dans 50 jours, puis dans 15 jours, puis le 8 août. Et comme par hasard, le 8 août, le président Poutine accepte de rencontrer le président Trump, et donc on n'entend plus parler des sanctions annoncées par M. Trump. Il avait même, à un moment, répondant à M. Medvedev, menacé et déployé 2 sous-marins nucléaires dont on n'a jamais su si c'était d'attaque ou nucléaire lanceur d'engins, mais peu importe. C'était un mouvement de communication. Mais donc, il y avait beaucoup de pression du président Trump avant cette réunion du 15 août à Anchorage. Et puis, la réunion d'Anchorage, patatrac, il revient quasiment avec les conclusions de M. Poutine. Il faut rappeler que cette réunion a été écourtée, le déjeuner a été annulé, ce qui prouve que ça n'allait pas très bien. M. Trump a essayé de faire bonne mine dans une conférence de presse qui durait 12 minutes. Oui, alors qu'il était prévu presque 1h30, il me semble. Mais dans ces 12 minutes, 8 minutes pour M. Poutine, qui a lu son papier, c'est-à-dire qu'en gros, c'était les éléments de langage avant. Donc, on se retrouve avec quasiment M. Trump retourné, dégonflé, comme on le dit souvent. Il n'est pas courageux face aux hommes forts, donc découragé. Et là, il appelle M. Zelensky. Et là, je trouve qu'on ne le souligne pas assez, il y a une très belle réaction européenne. Immédiatement, les Européens disent « Attendez, pas Zelensky tout seul, nous on y va avec lui ». Et il y a cette réunion dont il faut se rappeler qu'il n'était pas invité là-bas. Il risquait peut-être le fait que M. Trump les néglige. Ben, pas du tout, M. Trump les prend et puis discute avec eux. Et donc, maintenant, on est dans la phase suivante. Que va-t-il se passer? Parce qu'évidemment, M. Trump souhaite se dégager un petit peu du dossier, laisser M. Zelensky face à M. Poutine, sauf que M. Poutine ne veut pas rencontrer Zelensky. Donc, on est un peu dans l'expectative aujourd'hui pour savoir quelle va être la phase suivante. Je dis souvent, quand M. Trump parle, il faut attendre 48 heures pour attendre le contraire de ce qu'il a dit. Là, ça fait une semaine et pour l'instant, on ne voit pas très bien où on en est. On ne voit pas très bien où on en est. Vous soulignez effectivement la présence des Européens. Ils ont été, 7 dirigeants étaient là autour de Zelensky et avec Trump. C'est
le retour de l'Europe, qui était un peu la grande absente, enfin, qui voyait passer un petit peu les choses au-dessus de sa tête, sachant que le conflit se déroule aux portes de l'Europe. Hein. Oui, complètement. Et les Américains, M. Vance en a parlé d'ailleurs après le président Poutine, le président Trump, pardon, en disant finalement c'est un problème européen. C'est aux Européens de s'en occuper. C'est une attitude très naturelle des Américains. Je voudrais rappeler que la Première Guerre mondiale, les Américains ne sont intervenus qu'en 1917. Hein. La Deuxième Guerre mondiale en 1942. Hein, donc chaque fois, ils s'intéressent à ces conflits européens quand ça les touche, pas quand ça ne les touche pas. En même temps, c'est pas totalement absurde. La situation concerne en premier chef les Européens. Non, mais complètement. On peut entendre l'argument des Américains. Non, mais ça se passe sur votre territoire. Je les comprends d'une certaine façon. Et ce que je veux dire par la réaction des Européens le 18 août, enfin après, lorsqu'ils sont allés avec M. Zelensky, c'est que ça a été assez amusant. D'ailleurs, j'étais en vacances, je ne le cache pas, et je reçois un coup de téléphone d'un journaliste qui m'appelle très rarement et qui me dit, mon général, vous venez me voir ce qui s'est passé. Zelensky est convoqué. Madame von der Leyen dit, je vais l'accompagner à l'invitation de Zelensky. Et dans la foulée, les grands chefs européens annoncent qu'ils viennent. C'est un sursaut européen extraordinaire. Maintenant, il faut mettre derrière des éléments. C'est-à-dire que c'est la fameuse coalition des volontaires, c'est la fameuse cessez-le-feu. Il faut rappeler que M. Poutine ne veut pas de cessez-le-feu. Pourquoi il ne veut pas de cessez-le-feu? Parce que s'il fait un cessez-le-feu, il s'arrête sur les lignes actuelles. C'est ça. Or, aujourd'hui, militairement, il n'arrive pas à gagner le Donbass. Donc il essaye de le gagner par la négociation. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que M. Lavrov, qui est un grand ministre des Affaires étrangères russe que j'ai connu lorsqu'il était en poste à New York, était quasiment absent avant. Maintenant, on le voit sur la scène tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il mène la négociation. Et donc je pense que, si vous voulez, après le retournement de M. Trump le 15 août, puis sa réunion le 18 avec les Européens, les Russes se rendent compte que M. Trump peut-être leur échappe. Et donc, il va falloir revenir à la négociation pour essayer de gagner sur le terrain, enfin, essayer de gagner par la négociation, ce qu'ils ne gagnent pas sur le terrain. La région de Potros, ça fait 18 mois qu'ils essayent de la prendre. Ils ont gagné 11 km et ils n'arrivent pas à le prendre. Pourtant, ils ont les moyens, les hommes... Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ils ont les hommes, ça c'est certain. L'Ukraine, dans ce cadre, est dans une situation de faiblesse. Les moyens, ils n'y arrivent pas. Le rouleau compresseur n'avance pas. Pour Bakhmout, il a fallu presque 26 mois. Pour Potros, ça fait 18 mois et c'est toujours pas pris. Et pour les Russes, ils se rendent bien compte qu'il s'agit, les Ukrainiens le disent d'ailleurs, c'est la citadelle ukrainienne. Donc prendre ça, après ça, on ouvre sur les plaines ukrainiennes. Donc, ils veulent absolument le gagner. Et comme ils n'y arrivent pas militairement, ils se disaient, avec M. Trump, on va le gagner. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de cessez-le-feu, parce qu'ils veulent d'abord un accord de paix qui dise, on nous cède le Donbass, et tant pis, on ne gagnera pas Kherson et Zaporijjia, qu'ils savent très bien ne pas pouvoir conquérir. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est, comme M. Vance le dit, ils ont fait des sessions, ils vous ont accordé quelque chose. Ben oui, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, les Russes ne sont pas dans la position tellement favorable qu'on veut bien la voir. Parade, vous dites que Trump échapperait au pouvoir, à l'influence entre guillemets des Russes, et en même temps, lors de la conférence, vous le soulignez, il a laissé la place à Vladimir Poutine. Quelle est la relation exactement entre les deux hommes, et à quel point Trump croit ou ne croit plus Vladimir Poutine? Où en sont les relations Le problème, c'est que M. Trump ne croit rien. C'est pas seulement M. Poutine, il ne croit en rien. Il veut avoir un business. D'ailleurs, c'est très intéressant. À la fin de la réunion, il dit il n'y a pas de deal tant qu'il n'y a pas de deal complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a probablement préparé d'autres deals avec Poutine. Le face-à-face Trump-Poutine, extrêmement dangereux. Il était accompagné de qui, M. Trump? Il était accompagné de M. Witkoff. Uniquement de M. Witkoff. Or, on sait que M. Witkoff, l'échange de l'Ukraine et la Russie, c'est un peu comme si vous échangiez un immeuble de la 3e avenue contre la 4e avenue. Oui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, aujourd'hui, M. Trump veut avoir des deals avec M. Poutine. Mais, à la face du monde, avec les Européens,
avec l'Ukraine, il a un peu de mal. Donc il aurait plutôt tendance à se dégager de ça, laisser les Européens prendre leurs responsabilités, comme vous le disiez, c'est pas absurde, pourquoi pas. Le seul problème, c'est est-ce que les Européens vont le faire? Oui, c'est ça. Ils ont eu une réaction très bonne le 18, mais aujourd'hui, on leur dit maintenant, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable, vous, de faire plier Poutine, alors que moi, Trump, je n'y arrive pas? Vous voyez? Vous parliez, on va revenir sur les Européens, puisqu'il y a un Conseil des ministres avec les Allemands et les Français à Toulon cette fin de semaine. Je revenais sur, vous disiez, Trump, il a en tête que le business. Poutine, c'est quoi? C'est que l'idéologie, c'est ça? Oui, exactement. C'est que l'idéologie, d'où sa position qui est de dire l'Ukraine est russe. Ça n'a pas changé. Vous avez vu M. Lavrov, je veux bien de lui, qui arrive avec un t-shirt marqué URSS. CCP. Donc, si vous voulez, ils veulent ressusciter la grandeur russe. Sauf ce que ne réalise pas bien M. Poutine, c'est que la grandeur russe, elle est passée. Ils ont des atouts. Ils ont 145 millions d'habitants. Oui, mais ils ont une démographie avec 1,4 de taux de fécondité qui s'écroule. Ils ont, certes, des matières, le pétrole, le gaz, beaucoup de minerais. Le pétrole aujourd'hui, avec les frappes que les Ukrainiens font dans la profondeur, en détruisant des sites de raffinage ukrainiens, 30% de la production de carburant a été éliminée. Et la Russie aujourd'hui, vous avez des régions dans lesquelles il y a des tickets de rationnement pour avoir le carburant. Donc sur le long terme, M. Poutine sait qu'il faut qu'il bénéficie de la faiblesse de Trump, de la volonté de M. Trump de négocier des deals pour essayer d'emporter le morceau, parce qu'il sait que d'ici 1 an, mettons, il aura eu beaucoup de mal, parce que sur le terrain, les Ukrainiens se défendent bien, même s'ils reculent, ils se défendent bien. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est l'offensive qui a été lancée au nord de Petrovsk, il y a 15 jours. Oui. On voyait le drapeau russe, tout le monde a dit, ça y est, l'offensive gagnée. Pas du tout. Le corps Azov a été envoyé par l'Ukraine, et elle est en train de réduire cette poche. Donc, sur le terrain, ils ont du mal. Dans la longueur, l'économie russe a du mal. Donc, il a intérêt à négocier aujourd'hui parce qu'il est encore en position, disons, visuellement, en position de force. Et surtout, parce qu'il bénéficie de la faiblesse de M. Trump. Poutine, il a pour lui un temps long. Il n'a pas d'élection à mi-mandat. Ça, c'est un énorme atout, non, par rapport à Trump? Oui, bien sûr, c'est un gros atout. M. Trump a 4 ans, et puis il a les midterm elections qui arrivent bientôt, mais il a 3-4 ans pour gagner, pour passer la main à M. Vance, probablement, qui sera pire que tout. Pourquoi pire que tout, Vance? Parce que lui, c'est un véritable idéologue, c'est un converti. Comme vous le savez, les convertis, idéologiquement, sont à fond dans leur idéologie. Donc il est beaucoup moins pragmatique, probablement, que M. Trump. Donc lui doit aller vite, M. Trump. M. Poutine a le temps, mais est-ce que l'économie, est-ce que la société russe a le temps? J'en suis pas si sûr. Et je pense que là, M. Poutine, qui s'est jamais vraiment intéressé au sujet économique, est en train aujourd'hui de les regarder et de se rendre compte qu'il est temps maintenant, pour remonter en puissance. Alors, on dit on est en guerre contre, je cite le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, contre la Russie, c'est notre plus grand ennemi. Ça ne veut pas dire que les chars français vont être sur les Champs-Élysées demain, mais ça veut dire que idéologiquement, ils vont continuer à nous combattre par la communication, par le cyber. Ils vont profiter de la fragilité politique en France pour enfoncer des coins et ailleurs, de façon à affaiblir les Européens. Oui, une guerre cyber à travers des mouvements sociaux qui peuvent être parfois, c'est ce que vous évoquez, des mouvements sociaux qui peuvent être un peu orientés, ou ça peut être ça, par exemple. C'est la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La guerre cyber, la guerre de communication, et puis, je regardais une carte il n'y a pas très longtemps, des attentats. On n'en parle jamais. Il y a des attentats. L'Allemagne a été particulièrement visée par des attaques avec explosifs, des choses diverses qui ont été attaquées directement. Donc, vraiment, le président Poutine, idéologiquement, est contre nos démocraties. Donc, sa victoire, c'est pas seulement de gagner sur l'Ukraine, sur le terrain, mais c'est aussi d'affaiblir nos démocraties. Vous pensez que l'opinion publique a vraiment en tête
cet élément? Écoutez, pas tant que ça. Pourtant, Dieu sait si on martèle. Oui. Dieu sait si on le martèle. Mais je pense que, d'abord, les courants pro-russes sont extrêmement forts en France et la désinformation continue. Deuxièmement, malheureusement, je vais dire quelque chose qui va choquer, mais les Français sont des enfants gâtés. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et ils n'ont pas la conscience de ce que cette démocratie, ça doit se défendre. Et ça doit se défendre en neutralisant tous ces réseaux et en faisant nos choix démocratiques. Je ne vais pas revenir sur les choix internes à faire en France. On est en démocratie, on peut le faire. Mais réalise-t-il qu'eux, ils ont la chance de pouvoir choisir? Est-ce que vous croyez qu'en Russie, on peut choisir son camp? Non. Si on est contre M. Poutine, on finit en prison, voire on tombe d'un immeuble du 5e étage. En France, on a la chance de pouvoir choisir. Mais il faut se rendre compte qu'on est quand même d'une société qui nous gâte et qu'on a des choix importants à faire. Alors, revenons un petit peu sur les Européens. Il nous reste 3 minutes. Vendredi, à Toulon, il y a un conseil des ministres communs entre Paris et Berlin. L'Ukraine est un des sujets. On sait ce qui va être un petit peu discuté, là. Ça peut avancer un petit peu sur l'Allemagne ce qui a été initié à Washington, comme vous l'avez dit. Oui, alors l'Allemagne, avec son nouveau chancelier, on a beaucoup de chance. Le chancelier précédent se dégonflait à chaque fois, donc présentait aucun intérêt. Lui, le nouveau chancelier, a mis les choses sur la table. Il veut réarmer l'Allemagne, il veut tenir ferme. Donc, on est sur la même ligne. Donc, c'est important que le couple, enfin, peu importe, les Allemands et les Français aient une vision commune et puissent entraîner. On a bien vu dans la réunion à Washington, on ne fait pas venir les 27 Européens, on fait venir les importants. Alors, le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, mais l'Allemagne, la France, l'Italie qui était présente, la Finlande. Intéressant, pourquoi la Finlande? Le président finlandais est un ami de M. Trump. Donc, on fait venir les amis également, ils jouent au golf ensemble. Jouer au golf, c'est important pour M. Trump. Oui, et puis la Finlande, qui a une grande frontière avec la Russie, et qui a dit de façon intéressante, que la Finlande, pourquoi elle a gagné sa paix? Parce qu'elle a cédé une partie de son territoire à la Russie. Est-ce que c'est un message envers M. Zelensky? Il va falloir céder quelque chose à un moment donné. Mais si M. Zelensky obtenait un cessez-le-feu, il céderait du terrain, puisque la Russie occuperait du terrain, mais légalement, il ne reconnaîtrait pas que ce terrain est russe. Donc ça serait une bonne position pour lui. Une bonne position. Et ça, c'est envisageable pour Zelensky de céder un territoire et laisser tomber quelque part ses habitants aussi? De facto. Moralement, c'est non, mais il ne le reconnaîtrait pas. De facto. On arrête la ligne, vous occupez, je ne vais pas le reconquérir pour l'instant, et on repousse ça à des calendes grecques. C'est une position, mais qui pour l'instant n'est pas acceptable par M. Poutine. Donc on est toujours dans le bras de fer avec M. Poutine. Il y a un sommet aussi demain en Moldavie, le sommet Triangle de Weimar. C'est l'alliance, c'est l'Allemagne, la France et la Pologne. C'est à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Moldavie. La Moldavie qui est juste à côté, bien sûr, de la Russie. C'est tout un symbole, toutes ces présences comme ça européennes aux portes de la Russie. Ça envoie des messages importants. Bien sûr. Alors, vous signalez le Triangle de Weimar. J'ai eu l'occasion d'y participer. Allemagne, France, Pologne. Important parce que la Pologne est en première ligne et se réarme, et la première à se réarmer aujourd'hui. Donc c'est important. La Moldavie, pourquoi c'est important? Parce que souvenez-vous, il y a eu des élections en Moldavie qui étaient quand même avec la Transnistrie, qui est une zone occupée par des Russes en Moldavie. Et donc il faut tenir sur tous ces champs de façon à montrer que l'Europe est force et qu'elle peut tenir face à la Russie. Envoyer un message fort. Merci d'avoir été en direct, Général Trinquant, sur le plateau de Point de Vue. Je rappelle le titre de votre dernier livre que l'on voit à l'image, D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques. C'était aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. On passe à un tout autre sujet. Emmanuel Macron l'a décidé. La célèbre tapisserie de Bayeux, qui date du XIe siècle, va être prêtée aux Anglais. Une décision qui fait polémique. Dans un instant, le journaliste Didier Rickner sera là pour nous expliquer pourquoi il est contre. En attendant qu'il me rejoigne en plateau, je vous propose de regarder quelques images de ce trésor du patrimoine.
Bonjour Didier Rickner, vous êtes le directeur de la Tribune de l'Art, fervent défenseur du patrimoine. Merci d'être avec nous en direct sur le plateau du Figaro TV. Alors, lundi prochain, le musée de Bayeux ferme pour travaux. Et à cette occasion, la tapisserie, la fameuse, la grande, la célèbre tapisserie de Bayeux va être prêtée aux Anglais. Où et à partir de quand déjà ? On parle de septembre 2026. Oui. Sachant que donc entre-temps, elle va être stockée quelque part, pas très loin du musée. Et si elle part, parce que si je m'y oppose, j'ai peu de chances de gagner. Hein. Tout le monde a l'air de dire c'est formidable, sauf que non, c'est pas formidable. Vous allez nous expliquer pourquoi. Elle sera visible effectivement au British Museum, si effectivement, comme vous le dites, elle partira. Vous êtes contre, vous parlez de véritables crimes patrimonial, ce sont vos mots. C'est des mots très forts, ça. Je pense qu'ils sont justifiés. Oui, pourquoi ? Ce n'est pas moi qui dis que la tapisserie est en danger, ce sont toutes les personnes qui ont travaillé dessus et les spécialistes, c'est-à-dire les restaurateurs, les conservateurs. Il y a 8 ans, ça avait déjà été évoqué, j'avais déjà travaillé sur cette affaire et j'avais parlé avec ceux qui avaient étudié la tapisserie de Bayeux, les restaurateurs, un petit peu avant. Et tous m'avaient dit c'est pas possible, elle est trop fragile. À partir du moment où le président de la République a décidé de l'envoyer effectivement en Angleterre, j'ai à nouveau contacté ces personnes, enfin d'autres personnes, parce qu'il y a eu, depuis 3-4 ans, il y a une douzaine de restauratrices qui travaillent sur cette tapisserie pour l'étudier, pour étudier la faisabilité justement d'un transport éventuel. Et toutes m'ont dit, j'ai parlé avec 4 d'entre elles, sachant qu'elles ne veulent pas donner leur nom, parce que ces personnes ont peur, puisque elles sont des prestataires du ministère de la Culture. Effectivement, j'en ai sollicité une avec qui j'ai brièvement échangé, qui ne souhaitait pas venir sur le plateau. Oui, elles ne veulent pas parler. J'ai parlé avec 4, mais je ne donnerai pas leur nom évidemment, donc on ne peut pas savoir lesquelles. Elles m'ont toutes dit que cette tapisserie est extrêmement fragile. Elle est très ancienne, hein, elle a presque 1000 ans. La toile de lin mesure 70 mètres de long, est extrêmement fine. Les fibres sont âgées, sont vieilles, donc sont cassantes. Toute manipulation, on le voit d'ailleurs sur des images sur Internet, demande une cinquantaine de personnes pour la bouger de quelques mètres. C'est extrêmement périlleux. Oui. Et il y a 6 mois seulement, 6 mois, c'est pas beaucoup 6 mois, 6 mois, la préfecture du Calvados, donc l'État, expliquait par une de ses conservatrices, la conseillère musée, qu'il était impossible, même pendant la fermeture du musée, même sur une distance un peu longue, de la transporter pour la restaurer. Même pour la restaurer, c'était pas possible de la transporter. Oui, sans parler donc d'un voyage outre-Manche, évidemment, etc. Bien entendu, si on ne peut pas la transporter pour la restaurer, on ne peut pas la transporter, on ne doit pas la transporter pour l'exposer. Parce qu'effectivement, on parle d'une tapisserie, mais en réalité, c'est une broderie. Donc, ça compte, hein, ces mots-là. Hein, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus fin, une broderie, c'est ça ? Une broderie, c'est très fin. Donc, c'est une broderie, c'est de la laine qu'on coud. Enfin, on coud de la laine sur une toile. Et donc, c'est fin. C'est pas une tapisserie, c'est une broderie de la fin du XIe siècle. Il n'existe rien d'équivalent. Il faut savoir qu'il n'y a aucune broderie médiévale de cette taille, de cette qualité. Donc c'est une œuvre absolument unique. Unique et fragile. Vous avez discuté avec les conservatrices textiles qui ont travaillé vraiment sur la tapisserie. Qu'est-ce qu'elles ont dit de précis ? Qu'est-ce qui est, en l'état déjà, la tapisserie, elle a fait un constat d'état. En 2020, il y avait des taches, des plis, des manques, peut-être des déchirures, c'est ça aussi ? Il y a aussi des déchirures, pas beaucoup de déchirures, il y a plus de trous et de taches, mais elle n'est pas en bon état, elle a vécu cette œuvre. Ce qu'elles disent, c'est que... elles l'ont étudié et elles disent que le transport l'abîmera. C'est surtout le transport. Le transport et la manipulation. La manipulation. Par exemple, il faut savoir que pour la manipuler, si on veut par exemple la mettre de position verticale à la position couchée comme elle devrait être exposée, ça demande beaucoup de... c'est presque impossible, c'est très difficile.
Imaginez 70 mètres de long, une tapisserie de lin fine. Enfin, même en imagination, n'importe qui peut imaginer ce que ça donnera. Donc, et là, donc, c'est plusieurs fois la même action répétée. C'est-à-dire, il y a le départ de Bayeux, l'arrivée à Londres, le dépliage à Londres, le repliage. Exactement. À Londres, et le repartir à Bayeux. Et repartir à Bayeux pour redéployer à chaque fois. Donc, il y a à la fois les manipulations au départ et à l'arrivée, également le transport, qui sont en jeu. Alors, il faut savoir qu'ils ont demandé, là, il y a un appel d'offres en cours pour préciser les conditions de transport. Préciser, d'ailleurs, les conditions de transport, quelles sont les préconisations ? Parce que l'Élysée a répondu récemment par la voix de Philippe Bellaval. Oui, le chargé de mission du président. Qui est quelqu'un qui aime le patrimoine. Je regrette de le voir dans cette position où il est envoyé en mission commandée au nom de l'Élysée, où il dit « elle est transportable ». Oui, tout objet est transportable. On peut prendre tout objet et le transporter d'un point A à un point B. Le problème est dans quel état va-t-il arriver au point B ? Et dans quel état reviendra-t-il au point A ? C'est ça le problème. Effectivement, il a dit qu'il n'y avait pas de danger particulier. Il dit qu'il existe une étude extrêmement précise, signée par plusieurs personnes, datant de début 2025, qui détaille les préconisations à prendre en termes de manipulation et transport. Et l'étude ne dit absolument pas que cette tapisserie est transportable. Est intransportable. Vous avez pu, vous savez qui a écrit cette étude ? Vous avez pu l'avoir en main ? Ce qui est formidable, c'est déjà, vous voyez, il y a des personnes qui ont écrit une étude qu'on ne vous montre pas. Déjà, c'est bon. C'est une étude sur les préconisations. Cette étude, je ne la connais pas. Sur les préconisations faites, on ne demande pas si c'est transportable ou pas, on demande quelles sont les préconisations parce qu'on va la transporter, puisqu'on a déjà décidé de la transporter. Donc cette étude existe ou pas, je ne sais pas, je ne la connais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe une étude de mars 2022, faite par les restauratrices, qui est une étude de faisabilité du transport de la tapisserie. Et cette étude, il y a un nouvel appel d'offres qui vient d'être lancé. Ceux qui vont répondre à l'appel d'offres, ils peuvent demander cette étude, mais ils doivent la demander individuellement et ils doivent signer un accord de confidentialité. Cette étude de faisabilité, c'est bien une étude de faisabilité, pas une étude de préconisation si on la transporte. C'est une étude de faisabilité, cette étude, personne ne l'a lue. Enfin, personne ne l'a lu, c'est sûr, mais c'est la culture, ils l'ont lu. À l'Élysée, ils l'ont lu aussi. Et ils savent, bien entendu, que ça démontre ce qui était dit il y a 6 mois par la préfecture du Calvados, c'est qu'elle est intransportable sur une longue distance sans la mettre, sans lui faire courir des risques graves. Et donc, cette étude, on ne vous la montre pas. Donc, quelle déduction en tirer ? Il mente et il cache les choses. Il cache les choses. Tout ça pour quelle raison ? Parce que c'est la décision d'Emmanuel Macron de la prêter ? Exactement. Oui, tout à fait. C'est le brise du président. On a l'habitude, on a vu avec les vitraux de Notre-Dame, un autre sujet sur lequel je vous vous battez, effectivement. Combat, sur plein de choses, sur beaucoup de sujets. Et c'est vraiment une très mauvaise action. On ne joue pas avec un patrimoine de l'humanité comme celui-ci. Je vous propose d'écouter justement Emmanuel Macron. C'était justement lors de sa visite en juillet dernier au British Museum à propos de la tapisserie. On va l'écouter puis vous allez réagir ensuite. And you know, during decades, I have to confess, we did our best not to be put in the situation to make this loan of Bayeux tapestry. And we found the best experts of the world to explain in perfect details why it was totally impossible to make such a loan. And believe me, we found them. And believe me, we're going to find them again. But we just decided a few years ago, and I have to pay tribute to your king, because it was a discussion together, and I saw his attachment, his willingness to have this project, and I'm very happy to make it with you, Mr. Prime Minister, dear Keir, my friend. On sent dans les yeux d'Emmanuel Macron un petit peu de moquerie. Oui, ce mépris pour les spécialistes, pour ceux qui connaissent leur métier, est absolument insupportable. Les spécialistes, donc les restaurateurs, les gens qui connaissent la tapisserie, les gens qui la broderie, les gens qui savent ce que c'est que transporter ce type d'objet, disent que ce n'est pas possible, mais moi je dis que oui. Et puis c'est tout, et c'est comme ça. Mais franchement, et c'est exactement comme cela, une restauratrice m'a dit, on nous traite vraiment comme des moins que rien, en fait. On dénie notre compétence à... Oui, c'est leur sentiment, c'est bien ça, sûr, c'est leur sentiment. Celles et ceux à qui vous avez discuté, exactement, parlé... j'ai discuté avec des restauratrices, j'ai discuté aussi avec un conservateur, j'ai discuté avec plein de gens, et même avec le conservateur du musée qui aujourd'hui dit oui, on peut le faire, etc. Il y a 8 ans, il disait non, on ne peut pas le faire. Mais là, on l'oblige à le faire. On l'oblige, c'est la mairie de Bayeux qui également est moteur dans cette action. Et le musée dépend de la mairie, donc il n'a pas le choix.
Donc la plupart des experts sont consternés. Ils sont consternés, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire parce que ce sont des fonctionnaires de devoir de réserve ou parce que ce sont des prestataires de services, des restaurateurs, et qu'ils ont peur de perdre leur job. Et c'est pour ça qu'on est très peu finalement à oser élever la voix. Mais tout ça est insupportable. Il faut vraiment écouter ce qu'il dit. C'est insupportable. Vous n'êtes pas seul à être contre. Vous avez lancé une pétition oui. Juste après, c'est ça, en juillet dernier. Le 13 juillet, oui. 13 juillet, pour réclamer l'abandon du prêt. Combien de personnes l'ont signé à ce jour? Presque 60 000. Je n'ai pas regardé là à l'instant, mais à peu près 60 000. Il faudrait encore davantage. Et j'aimerais aussi que les Anglais, parce que ça serait une œuvre anglaise aussi fragile qui viendrait en France, je m'y opposerais de la même manière pour faire pression sur le gouvernement. Il n'est pas normal que le British Museum, par exemple, qui est très décevant, dise « mais on sait manipuler ce type d'objet ». Mais non, ils ne savent pas manipuler ce type d'objet. Ils n'ont jamais manipulé un objet comme celui-ci, ça n'existe pas. Donc vous aimeriez rallier à votre cause le British Museum, par exemple? Non, ça je n'y crois pas. Vous y croyez? Je n'y crois pas, non. Mais il y a des Anglais qui m'ont témoigné leur sympathie par rapport à cette cause, oui, bien sûr. Néanmoins, vous n'êtes pas contre le prêt entre pays. C'est ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Alors, je suis modérément pour la diplomatie culturelle. Je suis pour les prêts entre musées, les prêts qui ont un sens. On prête des œuvres, on envoie des œuvres, c'est normal, c'est tout à fait logique, oui. Pour que ça ait un intérêt artistique, un intérêt scientifique. L'intérêt diplomatique, pourquoi pas? Il y a eu des très bonnes expositions faites par le ministère des Affaires étrangères il y a longtemps. Oui, si les œuvres ne craignent rien, oui, pourquoi pas? Et qu'on en profite pour faire quelque chose qui a une utilité. Là, ça n'a aucune utilité. Parce que c'est ce qui est évoqué ici. C'est une forme de réconciliation entre les deux pays après le Brexit. Et par ailleurs, les Anglais vont nous prêter également 3 objets, il me semble. Est-ce qu'on a besoin de se prêter la tapisserie de Bayeux pour être ami avec les Anglais? Enfin, moi, les Anglais, j'ai des amis anglais, je suis ami avec l'Angleterre, j'ai aucun problème avec l'Angleterre. C'est une puérilité. On met en danger la tapisserie de Bayeux parce qu'on veut être ami avec les Anglais. Mais c'est totalement lamentable, excusez-moi. Cette histoire, c'est aussi une histoire anglaise, la tapisserie de Bayeux. Bien sûr, c'est une histoire partagée avec l'Angleterre. C'est la conquête de l'Angleterre. Il y a un petit peu de prescription maintenant, parce que c'était dans les années, à la fin en 1066, les Hastings, etc. Mais bien sûr, c'est partagé. Ça serait, si elle pouvait voyager, je serais absolument favorable à ce qu'elle soit prêtée en Angleterre pour marquer ce qu'on veut, l'amitié, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas possible, c'est simplement pas possible. Donc nos amis anglais, il ferait mieux de dire on ne peut pas recevoir cela parce qu'on va l'abîmer. Quel écho justement a eu, est-ce que vous savez, dans la presse anglaise, cette annonce du président de la République française? Ça a été un écho très fort parce que les Anglais sont attachés à cette tapisserie, à cette œuvre, parce qu'ils ne comprennent pas forcément les problèmes qu'il peut y avoir. J'ai été beaucoup interrogé par les médias anglais. Oui. Et je leur ai expliqué, quand on leur explique, des fois ils se disent « Ah bah oui, il y a comme peut-être un problème, mais bon, c'est compliqué. » La plupart aussi, je crois que c'est le Figaro, je crois, qui a fait un sondage, êtes-vous pour ou contre le prêt? Et c'était très légèrement en faveur contre le prêt. Mais parce que je pense que les gens ne savent pas, et c'est normal, même moi je ne suis pas spécialiste, j'ai été obligé d'interroger les spécialistes pour savoir, on peut se douter un petit peu que c'est très fragile, mais si j'interroge les spécialistes, eh bien voilà, on s'aperçoit que c'est pas possible. Parce qu'il y a une méconnaissance de l'état actuel de cette tapisserie, qui, rappelez-nous, cette tapisserie, c'est l'histoire du duc de Normandie, c'est Guillaume le Conquérant, qui est conquérant de l'Angleterre et qui va devenir le souverain de Normandie d'Angleterre. D'où l'attachement des Anglais à cette bien sûr, mais encore une fois, oui, les gens ne savent pas, c'est normal, ils ne sont pas conscients des risques que ça fait courir à la tapisserie. Ils pensent que c'est juste un geste de bonne volonté, d'amitié, etc. Et comme on aime bien les Anglais, voilà. Mais c'est pas suffisant d'aimer les Anglais, il faut aussi penser à la tapisserie. Un prêt qui est fait en toute responsabilité et donc pris où l'État serait pris en compte finalement, l'État de la tapisserie serait pris en compte. C'est ça que présupposent les gens, j'imagine, non? Oui, c'est ça. Mais actuellement, c'est plutôt un prêt en toute irresponsabilité. Que vont nous prêter les Anglais en échange? Plusieurs quelque chose des pièces d'un jeu d'échecs très ancien. J'ai pas regardé parce que ça ne m'intéresse pas objectivement. Ça ne m'intéresse pas. On va nous prêter des œuvres pour dire qu'on nous prête des œuvres. Oui, on va les envoyer dans culturel. Un échange culturel qui n'est pas un échange culturel, puisque c'est juste prêter des œuvres. Derrière, il n'y a aucune étude scientifique, ça n'apportera rien à l'histoire de l'art, ça n'apportera rien à rien. Simplement, on dit, voilà, on vous envoie des œuvres qui ne sont pas fragiles, heureusement déjà, parce que je m'opposerai en plus à ces prêts d'œuvres. Mais bon, c'est un prétexte.
Est-ce qu'on a une idée un peu du calendrier là, qui s'annonce? Vous parliez d'un appel d'offres, hein, c'est ça? Oui, il y a un appel d'offres qui dure 10 mois, donc la fin c'est dans moins d'un mois. Donc ils doivent dire comment préciser les conditions de transport. Et qu'est-ce qui est préconisé? C'est dans ces cas-là, c'est l'avion, Alors le ils préconisent bateau, ils préconisent plutôt le camion, ça serait moins... Mais ça serait moins, il y aura moins de vibrations. Il y aura quand même des vibrations, vous imaginez, dans un camion. Moi, ce que je crains, c'est pas une destruction de la tapisserie, même si un déplacement, comme je dis, il peut y avoir un accident, il peut y avoir ce qu'on veut. Mais c'est de graves déchirures, des trous supplémentaires, et des déchirures qu'on restaurera ensuite, parce qu'elle n'a pas été restaurée. En plus, elle voyagera dans son état de plus grande fragilité. Elle n'a pas été restaurée depuis un siècle. Elle est en mauvais état. Elle a déjà pourtant circulé, Didier Rickner, oui, elle a circulé 2 fois au temps de Napoléon et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'aurait pas dû, mais à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque de Napoléon, on se préoccupait un peu moins de la conservation et de la restauration. Et puis, la Seconde Guerre mondiale, je ne connais pas exactement les conditions. Je n'ai pas vraiment regardé ça de près, mais on n'aurait pas dû, bien entendu. Mais déjà, je pense qu'à un moment donné, on l'a roulée. La roulée, c'est ce qu'il y a de pire. Oui, effectivement, elle était roulée sur un cylindre, en fait, en bois. C'est pour ça, vous la roulez sur un cylindre et puis vous la transportez. C'est tout à fait transportable. Puis après, elle arrive abîmée. Là, elle serait plutôt, on a vu... Elle serait en accordéon, c'est ça, comme un accordéon dans une boîte. Ils ont étudié, en fait, le déplacement. On nous dit on a étudié le déplacement pour la stocker pendant les travaux du musée. Oui, ce qui a été étudié, c'était c'est ça, la dans le transporter cas des sur travaux. une courte distance, voilà. Mais pas pour la transporter sur une longue distance. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de voir comment l'adapter à la longue distance. Bon, on va rappelez-nous l'adresse de votre pétition pour ceux qui veulent... Oui, c'est une pétition sur change.org. Oui. Vous tapez pétition non auprès de la tapisserie de Bayeux, change.org, et vous trouverez sans problème. Vous pouvez lire également les articles sur la Tribune de l'Art. La Tribune de l'Art est sur abonnement, mais ces articles sont gratuits parce que mes articles pour la défense du patrimoine sont toujours gratuits. À quel chiffre ça commence à peser une pétition? Qu'est-ce que vous espérez là? C'est difficile à dire. La pétition que j'ai lancée, parce que je ne suis pas un lanceur de pétition, ce n'est pas mon objectif. Oui. Je n'en avais pas lancé depuis très longtemps et j'en ai lancé 2 en moins de 2 ans. Celle pour les vitraux de Notre-Dame était à 100 000 en 10 jours et elle est à presque 300 000 aujourd'hui. On continue le combat, hein, ce n'est pas du tout perdu. Il y a des actions judiciaires, mais 300 000, il n'a toujours pas bougé, le président de la République. Donc je doute que 60 000 le fasse bouger. Ce qui est sûr, c'est que ça pèse sur l'opinion, ça pèse sur les médias, ça les incite à en parler, c'est utile. Maintenant, il y a des pétitions qui finissent par avoir un succès. Ça contribuera au succès s'il y en a un. Je suis moins optimiste pour la tapisserie de Bayeux que pour les vitraux de Notre-Dame. Merci Didier Rickner d'avoir été avec nous en direct sur le Figaro TV. On passe à un tout autre sujet. Restez avec nous. On va parler dans un instant de 20 lieux secrets du pouvoir en France. Dans son dernier livre, Sébastien Le Foll, entouré d'une belle équipe de journalistes, lève le voile justement sur ces lieux discrets, parfois méconnus, où se prennent des décisions fondamentales pour le pays, des lieux où se forment les élites également, comme l'école Sciences Po. Caroline Beyer était venue nous en parler en mai dernier. Sciences Po existe depuis 150 ans. Elle a été créée à la fin du 19e siècle, peu avant la Troisième République. Donc elle est très associée à cette idée à la République française. C'est le passage un peu obligé pour accéder à l'ENA. Aujourd'hui, la majorité des futurs énarques passent par Sciences Po, donc c'est la haute fonction publique, mais pas seulement. C'est aussi des futurs patrons, banquiers d'affaires, avocats, etc. Donc dans beaucoup de postes de domaines très variés. Et de domaines très et évidemment, variés. Comme vous l'avez rappelé, la politique, on a 5 présidents de la République qui sont passés par Sciences Po avant de faire l'ENA. Bonjour Sébastien Le Foll, vous êtes journaliste et écrivain, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Vous êtes là pour ce livre que vous avez dirigé, Les lieux secrets du pouvoir. Avant de démarrer et rentrer dans tous ces lieux de pouvoir, petite question d'actu. Hier, François Bayrou a annoncé demander un vote de confiance le 8 septembre prochain. Quelle analyse vous faites de cette annonce de François Bayrou qui a surpris C'est un peu surpris parce que la musique un peu lancinante depuis quelque temps, c'était que on avait affaire à quelqu'un qui peut-être allait procrastiner, vouloir absolument rester à sa place. C'est pas le cas, là. Il joue son va-tout. Ça semble très mal engagé, mais il y a un peu de panache quand même là dans ce geste. Alors, certains diraient un peu à la béarnaise, vous diriez. Oui, alors on va peut-être pas aller jusqu'à Churchill parce que c'était. Mais voilà, il pose le sujet et après
Après moi le déluge, non? Oui, c'est une sortie, c'est quoi? Ne pas subir, en fait, finalement, c'est ça, pas subir. Entre les annonces de la mobilisation du 10 septembre. Finalement, c'était lui, le maître des horloges. On pensait qu'il était à l'Élysée. Non, finalement, il y a à Matignon quelqu'un qui a décidé... Il avait déjà forcé la main pour rentrer à Matignon. Donc. Oui, mais qui sait, il a peut-être un destin nouveau qui l'attend. Alors, Matignon et l'Assemblée nationale ne font pas partie... mais Matignon était dans le premier tome. Dans le premier tome. Et c'est très intéressant d'ailleurs de relire ce chapitre. Les lieux du pouvoir, le tome 1, ressort d'ailleurs à cette occasion en poche, dans la même collection. Chapitre également rédigé par Tugdual-Denis, qui avait fait biographe de François Fillon, d'Édouard Philippe. Et c'est très intéressant de relire ce chapitre à la lumière de l'actualité. Parce que justement... on voit tout ce que à la fois... on a parlé souvent de l'enfer de Matignon. Oui. Là, c'est particulièrement infernal. Alors, vous êtes allé avec une équipe de plumes dans 20 lieux secrets du pouvoir, tels que le bureau des anciens présidents de la République, la DGSE. Donc, ceux sont un peu connus entre guillemets, d'autres moins connus, voire même inattendus. Comment déjà avez-vous procédé à la sélection de ces lieux? Alors, le premier tome, des lieux du pouvoir, c'était, je dirais... les lieux évidents, célèbres. Il y avait le bureau du président à l'Élysée, le château de Versailles, le Louvre, les chasses présidentielles. Ces lieux nous renseignaient sur la manière dont la France concevait le gouvernement, concevait l'État. Oui. Le deuxième tome, là, nous avons décidé d'ouvrir de nouvelles portes. De pousser même des portes parfois. De les pousser, de mettre le pied dans l'entrebâillement. Ce sont des lieux souvent moins connus, ou parfois même des lieux où on se dit, tiens, pourquoi, quel est le pouvoir contenu dans ces lieux? Et finalement, il y a le pouvoir, c'est le côté souterrain, le côté un peu occulte du pouvoir. Tout n'est pas visible dans le pouvoir. Il y a une dimension très magique dans la légitimité. Mais c'était aussi de visiter des lieux qui contribue à ensemencer l'imaginaire des Français. Vous voyez, on s'est attablé dans le salon du restaurant Drouan à Paris, où depuis plus de 100 ans, le jury Goncourt se réunit. On va y revenir dans le détail. Et ça contribue à forger quand même la personnalité des Français. C'est le cas de la voiture de direction du Tour de France. Il n'y a pas que des lieux purement politiques. Absolument, on va y revenir dans le détail pour certains d'entre eux. C'était difficile parfois de pousser les portes. Il a fallu mettre des pieds justement dans des portes. Il y a des lieux dans lesquels on n'entre pas facilement. La DGSE, c'est un peu compliqué. Mais Rémi Coffer, qui est un de nos grands spécialistes de l'espionnage, à ses entrées là-bas, donc qui nous a permis, peut-être même parfois mieux que le Bureau des légendes, la célèbre série, de voir un peu comment le pouvoir s'exerce à la DGSE. Mais il y a des lieux aussi plus compliqués, le Grand Orient de France, et puis moins connus comme cet hôtel de Siam à Paris, à côté du musée d'Orsay, où se décident les attributions de la Légion d'honneur, par exemple. Donc, pas des lieux simples, des lieux qui ne cherchent pas la publicité. Il a fallu enquêter, négocier, batailler. Voilà, mais à chaque fois, ce livre est composé de récits rédigés par des journalistes ou des historiens qui connaissent bien ces lieux, mais qui ont à chaque fois fait une enquête sur place. Alors des lieux, pour la plupart, et majoritairement, sauf à une exception près, parisiens, seule la mairie de Marseille. Oui, alors parce que Marseille, chapitre rédigé par François-Olivier Gisbert, qui connaît bien, il est aux premières loges, il vit à Marseille depuis plusieurs années. On cherchait quel était le lieu qui pouvait symboliser l'opposition au pouvoir jacobin en France. Et c'est quand même Marseille qui incarne ça, qui a une particularité, une histoire particulière, et qui a une faune politique vraiment intéressante à raconter, et toute la verve de Gisbert nous en restitue les éclats de voix, les disputes, les réconciliations. Vous avez fait appel à notre confrère Guillaume Tabar pour un autre lieu secret, c'est le secrétariat général de l'Élysée, c'est bien ça? Un formidable chapitre de Guillaume Tabar. On connaît, les lecteurs du Figaro connaissent sa plume chaque jour, et elle nous est précieuse en ce moment pour comprendre un peu ce qui se passe dans la vie politique française. Et le bureau du secrétaire général de l'Élysée, c'est finalement le bureau le plus important en France.
Guillaume Tabar a une expression, il dit c'est la gare de triage de la France. Et que le secrétaire général de l'Élysée, c'est le chef de gare. C'est vrai que tout passe par lui. Il prépare toutes les décisions que prend ensuite le chef de l'État. Il y a 20 secrétaires généraux qui se sont succédés. Guillaume Tabar a rencontré tous les vivants. Je les connais tous. Et c'est formidable parce qu'on voit le pouvoir. Vraiment, là, c'est la quintessence. Voilà le lieu secret, parce qu'on n'entre pas facilement dans ce bureau. Mais au-delà du bureau, au-delà de cette fonction, il y a des histoires de couple formidables. Parce qu'entre ces secrétaires, il y en a eu entre Mitterrand et Védrine, entre Mitterrand et Bianco, entre Sarkozy et Muscat. Ils ont tous... Chirac et Villepin. Macron est passé par ce secrétaire. Macron et Colère qui a quitté ce bureau récemment. D'ailleurs, il avait fait refaire la déco parce qu'il y a une certaine superstition. On n'osait pas trop refaire le bureau. Et Emmanuel Moulin, qui a pris ses fonctions dans la nouvelle décoration. Je lisais dans cet excellent chapitre de Guillaume Tabar que je crois que c'est l'épouse d'Alexis Colère qui lui avait fait un cadre avec une formule churchillienne. Ici, vous allez... Je ne sais plus la formule exacte d'ailleurs, mais vous allez vivre l'enfer, traversez-le. Enfin, c'est l'esprit un peu de cette citation. Là, on est au centre de tout. C'est le centre névralgique du pouvoir en France et toute la plume de Guillaume Tabar nous a décrit dans le moindre détail. Vous évoquiez effectivement la DGSE qu'on appelle la piscine. Oui, la piscine dans laquelle plonge... toutes sortes de personnages. C'était un chapitre compliqué à faire pour Rémi Coffeur, parce qu'il y a eu cette série dont on parlait à l'instant, le Bureau des légendes, il y a eu beaucoup de livres. C'est une institution qui a commencé à beaucoup communiquer, mais ce qui est intéressant dans le chapitre de Rémi Coffeur, c'est qu'il nous restitue ce lieu dans l'histoire politique. On revit l'affaire du Rainbow Warrior, on voit les relations de la maison, de la piscine avec les crocodiles politiques. Et ça, c'est intéressant à raconter, puisque chaque lieu est propice à revisiter notre histoire politique récente. Pourquoi ce nom de piscine ? C'est parce que c'est... Poser une colle. Pardon. C'est souterrain. Il y a beaucoup de souterrains, peut-être, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de souterrains, il y a une immersion, voilà. Pour échapper aux crocodiles. Et vous donnez même carrément... alors, c'est un autre lieu, mais dans ce livre, moi, j'ai appris l'adresse du contre-espionnage français. C'est le 7 rue Nélaton. Oui, alors ce qui est ensuite devenu la DGSI, et c'est Olivier Brun. Là, on a affaire à quelqu'un d'intéressant parce que c'est ni un journaliste, c'est un historien. Il avait co-dirigé un livre sur le renseignement, et c'est quelqu'un de la maison en quelque sorte qui nous dévoile un peu les coulisses de cette adresse dans le 15e arrondissement de Paris, où s'est passé beaucoup de choses, où notamment on se souvient de ce terroriste Carlos qu'on a interrogé là. Enfin, on reparcourt beaucoup d'affaires à travers d'un lieu qui aujourd'hui n'a plus la vocation qu'il a eue, mais c'est un éclairage sur la DGSI actuelle. Il y a également la Grande Mosquée de Paris. Vous parlez de cette mosquée comme la véritable ambassade de l'Algérie. En quoi et depuis quand c'est la véritable ambassade? Depuis très longtemps, on le sait. Alors ça, c'est Farid Aïlad, qui est un formidable enquêteur, journaliste, qui travaille aujourd'hui pour Le Point, qui avait publié un livre récemment sur une affaire, un assassinat ciblé du régime algérien. C'est effectivement la véritable ambassade, où d'abord, actuellement, le recteur de la mosquée de Paris fait beaucoup l'intermédiaire entre le régime algérien et la France. C'est traditionnellement le lieu où s'exerce le pouvoir algérien, mais indépendamment même, je dirais, des nombreux consulats. Il y a une histoire qui a révélé récemment, d'ailleurs, qui était déjà un peu connue, mais une très bonne enquête de Sophie Deslézères dans Libération sur également la taxe sur le halal. Donc c'est un lieu vraiment, là aussi, un centre névralgique du pouvoir algérien en France. Et il y a eu toujours des personnages... Oui. On se souvient d'Alil Boubacar, qui était le recteur, qui était le recteur, très longtemps. Voilà. Et puis il y a ce rituel où le ministre de l'Intérieur vient rompre le jeûne pendant le Ramadan, qui est devenu
un rituel républicain. Donc c'est un lieu politique Bruno aussi. Retailleau n'a pas voulu faire, il me semble, dernièrement. Ouais. C'est un lieu religieux, mais aussi un lieu politique et diplomatique. Et c'est ça, ce côté secret qui nous a intéressés dans le livre. Alors un autre lieu secret que vous connaissez bien, qui mêle la gastronomie et la littérature, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le salon des Goncourt du restaurant Drouan. Hein. Vous avez signé ce chapitre-là. Un salon, on est élu à un couvert, hein, c'est ça ? Oui, alors le Goncourt a été créé un petit peu comme une anti-académie française. Oui. D'ailleurs, il y avait un académicien qui avait un terme un peu méprisant, et il surnommait le Goncourt l'académiette. Donc c'est tout dire. Alors effectivement, c'est joli mot, à l'Académie française, on est élu à un fauteuil, et au Goncourt à un couvert. Et d'ailleurs, en menant cette enquête, qui était un retour pour moi, mes premières amours, puisque j'étais journaliste littéraire à mes débuts au Figaro, et que j'avais pu un jour, je m'étais retrouvé un peu par hasard, enfin pas tout à fait d'ailleurs, à attendre l'annonce d'une sélection du prix Goncourt. Or, ce jour-là, ils ont décidé de l'annoncer avec une semaine d'avance, donc ce qui a été un peu le déclencheur de ce chapitre. Mais j'ai découvert en fouillant, vous allez à Nancy, aux archives municipales de Nancy, vous avez toutes les archives de cette institution, un cahier tenu minutieusement, souvent et longtemps écrit d'une très belle plume, et il y a tous les comptes rendus des séances qui se réunissent plusieurs fois d'ailleurs de cette Académie Goncourt. Et ils ont décidé qu'effectivement il fallait quand même un attribut de leur pouvoir. Ils ont choisi des couverts, très beaux couverts en vermeil, et j'ai retrouvé dans ces archives le contrat d'assurance des couverts qui fait que, vous voyez par exemple, vous avez toujours ces images quand le lauréat du Goncourt entre dans cette salle à manger, en fait, il n'y a pas de couvert autour de la table. Et il y a, dans le contrat d'assurance, il est stipulé que on ne peut pas les sortir en présence de tierces personnes dans le salon. Crainte. Donc ça, c'est le côté, vous voyez, très français, très ritualisé, parfois même un peu monarchique. Et aujourd'hui, oui, on est élu à un couvert, et il y a plus ou moins de noms sur les couverts. Chez Drouan, à côté de l'Opéra à Paris. Il y a un autre lieu, un autre restaurant petit qui s'appelle l'Ami Louis. C'est 70 mètres carrés, j'ai appris très stable seulement. Mais, là, un poulet rôti très croustillant, mais pas seulement d'ailleurs sa texture, mais par son prix, un poulet frites, je crois. Parce que j'ai appris que c'était 250 €, c'est ça, on s'en tirait pour 250 € par tête à peu près. Il y a de très belles additions, et puis il y a surtout une cave incroyable. Ça, c'est Jérôme Béglé, le patron de Paris Match, qui nous raconte ce restaurant. Dans le premier tome, on avait traité l'IP, là aussi le côté accessible, boulevard Saint-Germain, cette grande brasserie. Oui, au vu de tous. Alors celle-ci est plus. Et là, c'est un mouchoir de poche, effectivement, où on croise aussi bien des grandes familles de l'industrie. C'est dans ce restaurant-là, par exemple, que François Pinault, un jour, a invité à dîner son fils François-Henri, et lui a remis avec un porte-clés les clés du groupe, mais aussi des gens du cinéma, des vedettes américaines, des grandes figures. Donc on y parle contrat, des décisions importantes y sont prises. Pas forcément, ça peut être familial, mais on mélange à la fois les affaires, la famille, et au moment des défilés de mode ou autre, c'est là des gens importants se retrouvent un peu en coulisses. C'est un entre-soi très sympathique dans une ambiance à la Audiard, c'est ce que nous raconte. Oui, vous parlez d'une ambiance Napa Carreau, grande traversée de Paris, un petit peu. Il y a un récit, Simenon, quoi. Un récit que je conseille à nos téléspectateurs. On privatise parfois ce restaurant, quelques vedettes. Il y a une soirée avec Claude Berry et ses fils qui a assez mal tourné. Qui a terminé à la bagarre entre Darlus et Thomas, c'est ça, Langman. Et puis il y a aussi ce lieu plus insolite, qui est la voiture de France aussi. La voiture du Tour de France. Alors ça, voilà, typiquement un lieu. Alors là, le secret n'est pas. Il reste quelques secondes. C'est quelque chose de très visible. C'est une voiture rouge, on la voit partout. Mais Nicolas Sarkozy, passionné de cyclisme, a fait de la visite du président sur la route du Tour de France et son séjour sur la banquette arrière de cette voiture un rituel républicain. Et il se dit beaucoup de choses à l'arrière de cette voiture, et c'est Florent Baraco, l'ancien du Figaro, qui a signé ce chapitre. Merci Sébastien Le Foll d'avoir été avec nous en direct. Je vous recommande la lecture des lieux secrets du pouvoir. On y apprend plein de choses et c'est extrêmement bien écrit. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain en direct à midi. Merci de votre fidélité et bonne journée en compagnie du Figaro TV.